Salut à tous, c'est Damien. Salut à tous, c'est Benoît. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le vidéo test événement du jeu événement sur Wii. C'est d'ailleurs peut-être même le seul, hein. Non je déconne. Donc c'est Zelda, un des derniers sans doute. Zelda Skyward Sword, donc Skyward Sword. C'est développé et édité et distribué par Nintendo. Développé par la Zelda Team, mené par Aonuma. C'est pas forcément une info qui ne... Enfin, non, ça a quand même son importance parce que, encore une fois, l'équipe se montre capable de faire des choses très originales et de surprendre par son talent et par... Donc il était à l'œuvre avec Twilight, sur Majora. Voilà. C'est un des grands maîtres d'œuvre de la série. Dès que vous avez des visages un peu particuliers, c'est lui. Exactement. Alors, donc c'est sorti sur Wii, donc ça sort aujourd'hui, le 18 novembre. Voilà. C'est vendu, alors il y a deux tarifs on va dire, donc à partir de 40 € pour la version de base. 40 € à 50 € pour la version de base en fonction de là où vous l'achetez, voilà. Et de 66 € à 76 € voilà. Là où vous achetez aussi pour la version collector qui est peut-être la bonne version à prendre puisqu'elle comporte la Wii Motion Plus que sans doute pas tout le monde n'a pas, hein, moi je ne l'avais pas, et du coup pour y jouer ça va être obligatoire pour ce Zelda. Et il y a un petit CD de musique aussi. Et il y a un petit CD pour fêter les 25 ans symphonique de la série Zelda justement. Le pack est très intéressant. Et à commencer par ce Wiimote Plus. Donc comme on l'a dit, il peut y avoir un petit côté un peu crapuleux derrière cette obligation d'achat parce que donc voilà, autant être clair, sans Wii Motion Plus, vous ne pourrez pas jouer à Skyward Sword. Le jeu est fait pour nécessairement jouer avec cet accessoire ajouté après coup. Après, seulement une fois dans le jeu, on se rend compte que l'utilisation est tellement bonne, tellement bien implémentée que la qualité du jeu le mérite en fait. Et disons qu'on passe outre cette première clé. Si vous l'avez déjà acheté pour Wii Sports 2 et autres Grand Chelem Tennis par exemple, ça fonctionnera tout à fait. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la Wiimote Plus qui est en fait une Wiimote avec le Wii Motion Plus intégré et pas adjoint de manière externe. Voilà, alors quand on se rend compte donc que cette Wiimote Plus est nécessaire, on se rend compte également que se cache derrière un jeu qui commence un petit peu bizarrement. Un peu avec un début un petit peu déroutant, voire qui montre clairement des faiblesses. Avant les forces, eh bien on se rend compte qu'il y a un grand jeu qui se cache derrière tout ça, c'est ce qu'on va vous dire. En 3 parties, donc le contenu, le gameplay et la réalisation, c'est parti. Voilà, au niveau du contenu, au niveau du scénar, on ne sera pas forcément surpris, c'est classique. Étonnamment, la princesse Zelda a été enlevée. Elle a été enlevée une fois de plus, comme toutes les princesses de chez Nintendo. Il faut qu'il fasse quelque chose, il faut qu'il l'enferme. Avec des chaînes, il n'y aurait que ça. Donc voilà, elle se fait enlever au tout début, c'est la princesse du royaume des cieux, d'où vient Link également. Ça se déroule quand même avant Ocarina of Time. Voilà, c'est ça, puisque dans un temps immémorial où les elfes et les hommes, enfin toutes les créatures terrestres ont été sauvées par une déesse d'un mal rampant sur la Terre pour se surélever sur des espèces d'îlots qui les prémunissaient du mal terrestre en fait. Et donc au fil du temps, les hommes ont oublié leur passé de terrien et c'est ce passé qui ressurgit lorsque Zelda est capturée par un mal qui a des liens avec ce passé justement et qui entraîne une visite par Link de toutes ces surfaces terrestres et donjons, etc. Voilà. Bravo, moi je ne me rappelle pas ce que j'ai mangé à midi, donc je peux comprendre que plusieurs années après on se souvienne pas. Donc scénario classique, ça on va pas vous la faire, mais par contre qui occasionne quelques surprises dans son déroulement et même c'est d'ailleurs l'un des déroulements les plus surprenants, les plus intéressants qu'on ait pu voir à l'œuvre dans un Zelda. Justement ça détourne un petit peu, ça déjoue les poncifs de la série en trimballant à un rythme effréné dans une progression qui se veut quand même assez originale en fait. Tout à fait, où on n'est pas dans une stricte succession de villages et de temples et de phases d'approche, etc. Là il y a des choses tout à fait surprenantes qui nous gardent en éveil et qui parfois sont même assez merveilleuses. Alors un petit peu comme dans Twilight, la quête principale se découpe plus ou moins en 2 parties. Tout à fait. Donc il y a quand même beaucoup de quêtes annexes en option très motivantes cette fois-ci. Encore une fois, ils réussissent parfaitement à épingler des quêtes assez géniales. On va devoir chasser un nombre incalculable de coffres. Ça revient, voilà, on s'en rappelait avec émotion dans Wind Waker parce que c'était un des moteurs principaux de la découverte. Et bien là, elles font leur retour. Alors certes, l'espace céleste est moins captivant à visiter que la grande mer de Wind Waker, mais passé cette petite déception initiale, on prend beaucoup de plaisir à débloquer, à débloquer les coffres en les déverrouillant par des espèces de loquets au sol sur la surface terrestre et qui sont placés dans la verticalité des coffres
dans le ciel. Une fois débloqués, donc les coffres sur la Terre, on peut repartir dans le ciel à leur recherche pour les déverrouiller, pour se poser la question aussi de les débusquer sur les îles célestes où ils sont bloqués, parce qu'en général il y a tout un level design assez retors. Et donc tout ça c'est vraiment délicieux quand on a bien avancé dans la quête principale, ça fait partie du plaisir. D'un démon, c'est ça aussi Alors la quête principale, non, ça c'est une des quêtes secondaires effectivement qui nous propose un peu comme presque dans les premiers mangas Dragon Ball, ça m'a fait penser à ça, d'aller rendre visite, disons exorciser le village d'un démon qui entrait les rues la nuit et qui en fait, vous verrez, s'avère très surprenant comme personnage. Ça marche, n'en dis pas plus, parce qu'après on va t'accuser de spoil, il faut pas non plus déconner. Voilà. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du scénar principal, vous en avez déjà pour 25-30 heures de jeu au total. Ouais. Ça peut facilement monter jusqu'à 40 heures de jeu avec les à côté. Tout à fait, c'est ça, c'est quand même bien conséquent et pour le coup, franchement, on va pas s'avouer floué du tout sur la durée de vie, surtout que le jeu est un des plus difficiles de la série, c'est-à-dire qu'il n'est pas insurmontable du tout, hein, il est tout à fait mais qu'il est assez exigeant, mais qu'il est exigeant du fait du gameplay de combat principalement qui nous demande une grande attention permanente et ça, on va le traiter dans une deuxième partie. Dans la partie gameplay. Alors au niveau du gameplay, premier constat, quand le calibrage est bien fait, sachant qu'on peut le refaire quand on veut assez facilement en jeu, ça devient très plaisant de manier l'épée. De manier l'épée, ouais, ça c'est la première des réussites de ce Zelda et de son pari, disons, du 2Motion Plus, c'est que chaque mouvement effectivement est reproduit à l'identique par Zelda à l'épée. Vous voyez, alors là, j'essaye par exemple de vous ne voyez pas Benoît de ce combat, vous ne voyez pas, dandine, mais je me dandine, j'essaye d'activer la télécommande, effectivement la Wiimote, et effectivement c'est réactif et c'est plaisant. Déjà cette première correspondance, cette impression de guider les bras de Link et pourrait vraiment donner l'impression de l'interpréter davantage et d'être plus impliqué dans l'action. Donc première réussite. Après, elle ne va pas sans quelques déconvenues au début. Hein. Surtout, voilà, c'est ce qu'on a commencé à dire dans le contenu. Dès le début, toutes les faiblesses semblent être rassemblées, voilà. presque pour nous décourager. Ouais. Alors, il y a les mécaniques de bombes totalement défaillantes. On se rappelle de la présentation de Miyamoto à l'E3 qui nous avait fait franchement peur. Et qui n'arrivait pas à s'en sortir. Et bien, de la même façon, on n'a pas l'impression que le système ait été grandement amélioré puisque on galère toujours à certains moments à viser avec précision l'axe en fait dans lequel on veut orienter son tir ou bien son lancer façon boule de bowling en fait. Là c'est vraiment étonnant. Donc dans ces moments-là c'est très frustrant et voilà. Là, de même au niveau du premier boss. Donc que l'on défait finalement de manière assez floue. Hein. Assez flou, ouais, c'est un grand moment de flou et autant quand on le refait, là je l'ai refait tout à l'heure et j'avais l'impression de davantage maîtriser, il y avait plus de phases claires, enfin je voyais plus la clarté des phases, mais il reste que en activant dans tous les sens sa Wiimote, ça donne l'impression quand même que le résultat était le même. Alors là on va se laisser justement te concentrer, ouais. Tout simplement pour dire que si le premier boss, donc il y a un duel à l'épée, hein, on va dire, ouais. Donc c'est assez flou. Ça devient progressivement de plus en plus clair au niveau du gameplay en combat jusqu'à acquérir une vraie maîtrise. Donc c'est ce qu'est en train de nous montrer Benoît. Il me l'a montré tout à l'heure, ils sont sortis sans problème. Puisqu'en plus il y en a plusieurs de Lizardman là. Donc voilà c'est ça, et plus on avance dans le jeu, plus on se trouve dans des combats contre des ennemis comme ça qui sont mieux calibrés, qui sont plus précis, dont on voit clairement la garde et à ce moment-là on découvre avec plaisir que le sens de l'observation et du timing sont mis à profit avec rigueur quoi. Et donc sont récompensés pour offrir une dimension de performance. Voilà. Dans le combat, on a l'impression qui donne encore une ampleur supplémentaire au gameplay de Zelda qui était déjà bien étoffé, déjà bien solide avec les précédents opus. Voilà, tout à fait. Ça donne l'impression en fait qu'on est un peu dans un exploit physique, enfin toute proportion gardée, mais qu'il y a une dimension de performance physique à combattre un ennemi et chaque combat est mis en scène de telle sorte à ce que ce soit un peu une sorte d'événement en fait. Avec la salle qui se libère ou qui est en général destinée au combat. On n'enchaîne pas les combats comme sauf contre les petites créatures comme ça, mais il y a beaucoup de combats assez
assez intéressant, assez marquant, dont on se souvient par la suite. Donc ça, cette dimension-là, elle est clairement réussie. Et très gratifiante. Vraiment gratifiante. À côté de ça, on a aussi d'autres ajouts, bien intégrés, comme la jauge d'endurance. Alors on l'a vu tout à l'heure un petit peu quand tu courais, une petite jauge verte en bas à gauche de l'écran découpée. Ça me faisait un peu penser au point de vie dans Mario 64. Un petit peu, ouais. C'est donc la grosse nouvelle mécanique de ce jeu, outre le combat à la Wiimote Plus, et qui tient bien plus que du gadget. Ça, c'était une bonne surprise parce qu'elle est mise à profit dans plusieurs phases, à commencer par les phases d'escalade, de la montrer à de course, au sol, histoire vite fait. Ici, je vais courir. Et donc voilà, dans de nombre de séquences dans le jeu, elle est mise à profit puisque il y a des séquences en temps compté qui nous demandent d'optimiser notre course et notre itinéraire. Et à ce moment-là, donc il est primordial de savoir bien gérer sa jauge d'endurance et parce que dans le cas contraire, une fois qu'elle est vide, tu te retrouves complètement épuisé, à la merci de l'ennemi. Passif. Exactement, et pour peu que tu te retrouves sur du sable mouvant, tu meurs. Tu meurs, tu te fais complètement absorber. Donc voilà, mécanique intéressante, aux côtés d'autres mécaniques aussi intéressantes. Comme l'amélioration de l'équipement. L'amélioration de l'équipement qui est un petit peu l'introduction d'un élément RPG, on va dire, mais très light, dans le jeu, en permettant de modifier bouclier, distance de tir, ce genre de choses, enfin précision du tir, des trucs, toute une série de petites améliorations donc, qui se monnaient dans le marché principal de Célesbourg. Voilà. Donc ça fait partie des petites choses très sympathiques que le jeu fait pour nous inciter à rechercher, à revenir ensuite dans les niveaux pour rechercher les trésors contre lesquels on monnaie les upgrades, et aussi bien sûr l'argent qui a une importance capitale dans le jeu, le roupie plus qu'ailleurs, le roupie, et j'en meurs, capital, parce que c'est très important de s'acheter toutes les modifications pour braver les difficultés premières du jeu. Voilà, le jeu est vraiment difficile, plus difficile au début. Et on le voit grâce à cette merveilleuse performance de Benoît. Je suis très mauvais, mais vraiment quand je t'ai regardé jouer, tu n'as jamais fait de game over sur ce passage-là, donc je tiens quand même à le préciser. En plus de ça, on a des phases introductives dans les zones en jeu de chaud-froid, en gros, du chaud-froid, dans quelques zones avec une vue subjective, c'est ça? Avec une vue subjective où voilà, on dirige en fait Link, on peut diriger Link en vue subjective, qui pointe son épée, et donc là il ne la pointe pas, mais disons qu'au bout de l'épée on a un petit mécanisme, enfin un petit signal qui se rapproche, qui nous indique la proximité ou la bonne direction en fait. Donc voilà, ça c'est par là qu'on découvre les phases, ça fait partie de ces petites phases, ces petites nouveautés sympatoches pour découvrir sereinement les mécanismes du gameplay, etc. Bon, on a fait le tour sur le gameplay, vous l'avez compris, c'est solide avec les bases héritées de la série et quelques petites nouveautés. On part maintenant du côté de la réalisation. Alors au niveau réalisation, vous l'avez certainement vu d'emblée avec les premières parties de ce vidéo test. Il y a un filtre graphique qui est inédit, qui est bien sûr bien différent de celui de Twilight Princess et donc des précédents Zelda, et qui en gros transcende comme fréquemment les limites techniques de la console. Voilà, c'est le moyen que les développeurs ont trouvé pour ne pas exhiber les vilaines textures que la Wii est capable, que seule la Wii est capable d'afficher, et qui franchement ferait vraiment peine à voir si on n'avait pas justement ce traitement graphique qui fondait les textures les unes dans les autres dans une espèce d'effet d'aquarelle. Alors cet effet d'aquarelle, il a des réussites variées et diverses, surtout au début du jeu, où on a certains endroits comme le décor qu'on vient de quitter, le désert de l'Annelle. Le premier désert de l'Annelle qui est vraiment très bizarre et pas convaincant quoi. Mais passé cette première phase un petit peu un peu inégale, on aborde la deuxième partie avec beaucoup de très belles surprises esthétiques, dans une espèce parfois de teneur de rêve avec cet arrière-plan en recomposition constante. On a l'impression comme ça que la consistance même du monde est un peu floue, et que c'est cette atmosphère onirique comme ça qui berce le jeu dans ses meilleurs moments. On a vraiment l'impression d'être dans un univers rêvé avec des petites touches de peinture sur les textures, des choses qui se composent. Comme à l'aquarelle en fait. Tout à fait. Peinture à l'eau, on a l'impression. Ça c'est très réussi, c'est un parti pris stylistique quand même assez osé. Même assez inédit. Et justement cette recomposition et cet approfondissement au niveau des niveaux justement est totalement fait écho à un level design de très haute volée. Totalement, exactement, qui lui aussi s'avère très surprenant.
un peu décevant comme tout le reste en fait sur la première partie, avec des niveaux en bassine qu'on a du mal à assigner, enfin disons à mettre sous le nom de Zelda, à reconnaître comme des décors de Zelda. Voilà, puisque d'habitude les décors de Zelda sont des décors linéaires, je laisse ma barre, ça remplir. Des décors linéaires qui donnent un sens de l'aventure, de la progression, on part du village d'en bas pour monter jusqu'au donjon d'en haut. Là on se retrouve dans un niveau qui ressemble à un niveau de plateforme, ouvert, etc. Mais très vite, à partir de la deuxième partie, donc qui commence assez vite, on se rend compte que c'était un leurre en fait. Ouais, en tout cas, ça avait une justification. Voilà, qu'on ne se déplaçait qu'à la surface du niveau et que cette surface s'approfondit de tas de pistes que l'on peut explorer par les nouveaux éléments de gameplay acquis. Et c'est dans cette exploration que la vraie profondeur du level design et son vrai génie se dévoile. Ça, c'est et là, du coup, on a des phases de jeu marquantes, surprenantes, vraiment enivrantes par certains aspects qui sont tout simplement parmi les meilleures séquences qu'on a pu voir dans un Zelda et même dans un jeu vidéo au global, donc c'est quand même pas rien et il faut le noter. Ouais, on en reparlera juste à la fin même du test, mais il y a effectivement un endroit en particulier qui est exceptionnel. L'autre partie exceptionnelle du jeu qui ne se rate pas du tout là-dessus, et on l'attendait au tournant, c'est bien sûr sur ces donjons qui sont un des exemples clés de la réussite du level design de ce Zelda. Pourquoi sont-ils parmi les meilleurs? Parce que déjà on y accède par une progression vraiment plus surprenante que jamais, orchestrée par le scénario d'abord, et qui joue un peu de nous quand même finalement. Voilà, tout à fait, qui se joue on l'a dit, des poncifs de la série et qui peut faire surgir un donjon un petit peu par surprise comme ça, d'on ne sait où, et à d'autres moments qui peut occasionner des faux plats, des détours, des choses, voilà, toute une espèce de progression qui est vraiment très très intéressante. Alors l'autre trait de génie, hein, moi j'emploie le mot pour ces donjons de Zelda, réside dans leur architecture, dans leur level design, qui en fait prépare une intervention future du joueur, comme d'habitude, comme tout le level design, une intervention et une lecture, mais en vue d'une recomposition travaillée pour faire tableau dynamique. C'est ce genre d'application dans le level design qui est la marque du génie de ce Zelda. Certains temples sont des mécanismes géants construits autour d'un cœur en fait, et l'action du joueur va à la fois nous permettre de les lire avec plaisir, d'en lire les détours, etc., d'inscrire son trajet dans ces décors assez magnifiques, mais en plus il va y avoir le plaisir de modifier en profondeur le décor, de laisser sa marque sur le décor par l'usage du gameplay. Donc ça procure un double plaisir justement, ouais, voilà. Qui est à la fois ludique, donc par le fait de marquer l'environnement, mais qui en plus nous emporte dans l'avancée et voilà, nous gratifie nos actions, et c'est quand même suffisamment rare pour être noté. Voilà, pour moi c'est vraiment la plus haute instance en fait de l'interactivité dans un jeu. Elle vient de ça, de ce plaisir proposé aux joueurs de participer à la composition d'un tableau en mouvement. Certes créé au départ par les développeurs, mais qui, voilà, comme une expérience programmée, mais prête à l'emploi. Il faut que le joueur arrive et soit l'opérateur de ce grand tableau, de ce grand dessin, pour que disons, l'émotion survienne en fait. Voilà. Tout à fait. Et ça marche. Ça marche très bien, et juste, ça marche vraiment aussi sur, on le disait tout à l'heure, mais sur l'un des décors les plus sidérants du jeu, qui est la mer de sable de l'Anel, où le joueur, sur sa petite esquive, sa frêle esquive, avec une sphère de modification temporelle embarquée, comme ça crée une espèce d'exception de l'espace-temps, où une espèce de coupole d'eau nous rappelle la version passée de ce niveau, qui traverse comme ça cette étendue. Ça c'est magique. Voilà, ça c'est un des moments sidérants du jeu. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, et pour lesquels, pour moi, ce Zelda restera comme un des très très grands jeux d'aventure de tous les temps. Donc on a parlé design, on a parlé visuel, quand même rapidement, la partie son, c'est bien de le rappeler, du bon travail. Exactement, ouais. Moi, c'est du très très bon travail d'ailleurs. Ouais, Damien, toi t'as trouvé en particulier que c'était à la hauteur de. Tout à fait, voilà, il n'y a pas de fausses notes, là où voilà, le visuel de temps en temps flanche. Tout à fait. Donc ça c'est quand même important pour un Zelda comme pour un jeu d'aventure global. Donc on a compris un petit peu la teneur de ton avis, mais quand même pour synthétiser et donc pour la conclusion. Alors pour faire très simple, ce Zelda Skyward Sword, c'est un grand jeu. N'en déplaise aux grincheux qui s'arrêteraient à la technique, qui s'arrêteraient peut-être au balbutiement, au tout début de l'aventure, où le gameplay se montre d'abord sous son mauvais jour, et où on a un temps d'adaptation obligatoire aussi par rapport où
Motion Plus. Oui, Motion Plus au gameplay de combat. Mais passé ce premier moment, il y a un deuxième moment à partir du troisième temple, qui est un moment charnière, où on se trouve, et qui enchaîne les moments de bravoure et les grandes idées ludiques et esthétiques par le biais de l'architecture, par le biais de tout un cheminement très surprenant qui est riche en grande générosité. Hein, ouais, et puis encore une fois, c'était quand même risqué. Il y a eu, voilà, c'est osé, ça marche pas forcément tout le temps. Mais voilà, pour une série qui est quand même bien installée, qui a un certain galon, on va dire, c'était quand même pas forcément évident que Nintendo prendrait autant de risques. Exactement, donc c'est pas un Zelda somme ou un Zelda épuisant comme l'était Twilight Princess, c'est une sorte de Zelda qui épure son game design autour des qualités principales de la série et qui les met en évidence plus que jamais dans le jeu, dans la série. Donc c'est un épisode immanquable pour à peu près toute personne aimant le jeu vidéo. Et donc on vous le conseille très très fortement. Voilà, vu que sur Wii, il n'y a pas grand chose pour l'instant de vraiment important pour